Bonjour et bienvenue dans Son titre 404, un podcast qui donne la parole aux jeunes travailleuses de l'art. Ici, on explore les pratiques, les thématiques et les réalités du milieu à travers des échanges sincères et décomplexés. L'idée, c'est de partager des expériences, de poser des questions qu'on se pose tous et de rendre ce monde un petit peu moins opaque. Donc si vous êtes artiste, curieux, curieuse ou que vous cherchez à mieux comprendre ce milieu, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Morgane Jouvencel et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré en avril 2025 avec Simon Gabour, un jeune artiste plasticien basé à Paris. Bonne écoute à tous. Je m'appelle Simon Gabour, j'ai 26 ans et je suis originaire de Guadeloupe. Je crois que je suis artiste, j'ai fait les beaux-arts à Bordeaux, mais ce que j'aime faire particulièrement, c'est de la sculpture et de la vidéo. Enfin, j'aime bien fabriquer des choses depuis que je suis tout petit. Et surtout, j'aime bien comprendre d'où viennent les infrastructures, les environnements, les objets qu'on utilise au quotidien, et à partir de tout ça, j'essaye de fabriquer des nouvelles histoires. Cette discussion, Simon, elle va porter sur la question du progrès. Mhm. Mais avant ça, j'aimerais que tu expliques comment, par le prisme des objets et des matières, t'explores et tu travailles sur, entre guillemets, les flux économiques, sociaux et politiques. Je voulais aussi que tu nous expliques qu'est-ce que c'est, ces flux. Ok, vas-y. Mon angle d'attaque, on va dire, c'est toujours les objets, parce que c'est comme ce que je viens de dire un peu en intro, c'est que je suis vraiment fasciné par le fait de comprendre d'où viennent les éléments qu'on utilise au quotidien. Pour moi, c'est pas anodin d'utiliser un pneu. Enfin, je vais souvent prendre l'exemple du pneu, je pense, là pendant la discussion, parce que c'est un peu mon sujet d'étude actuellement. Moi, j'adore creuser, savoir d'où ils viennent, parce que pour moi, c'est pas anodin que on finisse par utiliser tel type d'objet pour répondre à un besoin, à une fonction, à une action. Et j'aime aller creuser dans l'histoire pour savoir d'où ils viennent, comment on se les a appropriés et comment eux-mêmes se sont appropriés finalement nos modes de vie, nos quotidiens. Et du coup, ces objets, pour moi, justement, ouais, ils incarnent des flux, qui peuvent être des flux, voilà, de matière, des flux économiques, des flux sociaux. Donc, par exemple, pour le pneu, on va dire, je vais prendre le flux de matière. Ben, le premier flux, ça va être les différents itinéraires qui vont de la production, de l'extraction, jusqu'à la diffusion, en fait, de la matière première qu'on va venir chercher pour ensuite la transformer. Et en fait, ces flux, d'abord de matière, ils s'inscrivent dans le temps long. En tout cas pour le pneu, qui est en fait un matériau composite, mais qui est composé principalement de latex qu'on vient récupérer sur différents types d'arbres, notamment l'EVA brésilien. Et ce qui est intéressant avec le latex, et du coup par extension le pneu, c'est que c'est un arbre qui est d'abord originaire du Brésil et de toute la zone environnante, et qui en fait a été déplacé dans différentes régions tropicales de la planète, et notamment Asie du Sud-Est, via toute une histoire coloniale, etc. Et aujourd'hui, en fait, on produit majoritairement du latex dans la région d'Asie du Sud-Est, et presque plus du tout dans son lieu d'origine. Et du coup, pour moi, c'est encore une fois quelque chose qui est pas anodin et qui s'explique dans l'enquête, dans la recherche historique sur comment des actions humaines, parfois à l'échelle d'un individu, ont fait que on a eu une succession de relations qui vont être du coup commerciales, qui vont être botaniques, sociales, etc., pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, le pneu et tous les dérivés, tous les objets qu'on va fabriquer à partir de cette plante. Donc voilà, pour moi, les flux dont je parle, qui peuvent être sociaux, économiques, culturels, etc., ils se situent à ces endroits-là, dans ces petits interstices de l'histoire qui font en fait la grande histoire. Donc je pourrais dire la grande histoire du pneu, comme j'aurais pu dire avant la grande histoire de la palette, qui elle-même
s'inscrit après dans la grande histoire de l'humanité et de la manière dont on médiatise en fait notre rapport au monde, comment on vit au travers des écosystèmes, comment on vit à côté d'eux, sans forcément être en symbiose avec, mais en exploitant les ressources qu'ils ont à nous offrir, au détriment aussi de leur propre entretien, quoi. Ces flux-là, c'est un peu le chemin et l'impact que le moindre petit objet peut avoir sur l'entièreté. En fait, tu regardes à toutes les échelles qui existent, quoi. Bah, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai l'impression que plus j'avance dans mon travail, mais au-delà d'être un travail, c'est une obsession, une passion, et plus j'avance dedans, plus en fait j'ai l'impression de remonter le temps. Quand j'ai commencé avec la palette, je suis remonté jusqu'on va dire début du XXe siècle, et là en explorant le pneu, bah là j'ai l'impression de remonter encore plus loin, à la fois de remonter, de replonger dans l'histoire, et toujours en étant très ancré dans l'instant présent, voire même en fantasmant des perspectives futures, tu vois. Donc ouais, c'est ça que je trouve intéressant, qui me rend un peu fou, tu vois, je vais pas me mentir, hein. Je sais pas, je vois là-dedans peut-être une manière d'expliquer un peu toutes les contradictions, tout ce qu'on pourrait dire de décadent ou pas décadent, mais voilà, tout ce qui peut nous paraître bizarre, en tout cas pour moi bizarre, mais ouais, voilà. Par rapport à cette notion d'échelle, que j'ai l'impression qu'avec ton travail, et même quand on en parlait la dernière fois, tu nous amenais justement, voilà, à retracer le chemin et crescendo, tu vois, ça devient de plus en plus gros et on se rend compte qu'effectivement, ce petit pneu ou cette palette, en fait, elle a son bagage d'histoire et d'héritage assez conséquent. Tout à fait. Je voulais savoir si la dynamique derrière ça, c'était de retracer justement l'impact et tout le chemin, tous ces itinéraires que ça prend par envie de transparence, de juste montrer les choses qu'on croise au quotidien, ou est-ce que c'était pour en proposer des récits différents, tu vois, montrer qu'on pourrait prendre d'autres trajectoires ou que ces objets pourraient avoir d'autres relations que ce qu'elles ont. Ouais. Ben, ça me fait super plaisir que tu dises ça, et je pense que c'est les deux. Ok. En vrai, je pense que c'est les deux. Pour répondre à la première partie, je pense que c'est juste un sentiment un peu, je sais pas, genre naturel. Je kiffe aller chercher des trucs. J'aime encore plus après pouvoir en discuter avec les gens, les raconter, parce que c'est des trucs qui me passionnent. Du coup, ben forcément, il y a un peu de ce truc de, on va faire la lumière sur le côté obscur de la palette, enfin ou du pneu. J'exagère en disant ça, mais il y a un poil de ça. Même si en fait les choses ne sont pas cachées, elles sont là. Mais comme il y a tellement de choses, tellement d'informations autour de nous, ah, c'est sûr que on peut pas tout savoir sur d'où est-ce que ça vient, comment ça a été conçu, etc. Et moi, j'aime bien aller chercher sur des trucs qui nous paraissent hyper anodins, des éléments qui sont en fait hyper chargés. Donc ça, c'est cool, j'adore ça. Et pouvoir le transmettre, c'est hyper enthousiasmant, puisque j'ai l'impression de me sentir utile. Et l'autre côté de ta question, c'était effectivement si c'était aussi une manière de raconter autrement les choses, de proposer d'autres perspectives. Et ça l'est tout autant. Parce que bah je pense que on voit bien qu'on est vraiment à un point un peu de bascule en fait dans le monde dans lequel on vit. Et des fois je me demande si c'est pas déjà arrivé plus tôt, et pas que je me demande, mais c'est que je pense qu'on est conscient collectivement qu'on est déjà à un point de bascule depuis un moment. Mais peut-être que le fait que ce soit de plus en plus médiatisé, on s'en rend un peu plus compte, et que ça génère plein de sentiments divers et variés chez tout un tas de personnes. Le point de Et bascule sous l'angle environnemental, politique ou sous absolument tous les angles qui se passent autour de nous. ben, je pense que les uns vont pas sans les autres. Hmm. J'ai pas envie de partir dans des théories où je pourrais m'en mêler les pinceaux, mais je pense que le politique va pas sans la question économique, qui va pas sans la question industrielle, qui va pas sans, et Hmm. que tout ça c'est un peu un cercle vicieux. Et je pense que il est arrivé un peu à bout de souffle. Traiter de ces questions-là, ben pour moi c'est un peu une manière de se dire bon bah on veut changer des choses. En tout cas moi j'aimerais bien que ça change. Je côtoie des gens qui ont envie que ça change, qui parlent de questions qui sont très diverses. Ça peut être de l'alimentation, ça peut être des questions de justice sociale. Peu importe, moi ça va être des questions qui sont plus liées à l'industrie, à l'écologie, à l'économie.
à la géopolitique. Et je me dis que peut-être aller creuser sur des schémas qui sont très ancrés en fait dans nos modes de vie et les déconstruire un peu, savoir d'où ils viennent, comment ils se sont mis en place, ben peut-être que ça va nous permettre de construire autrement. Notre rapport peut-être aux objets, à ce qui nous entoure et l'impact qu'on peut avoir. Ouais, voilà, tout simplement. Mm. Enfin, on a d'autres manières de médiatiser en fait notre rapport au monde, nos rapports au monde, que ce soit dans diverses thématiques. Enfin voilà, c'est juste une petite pierre à l'édifice. Hein. J'ai pas le sentiment ou la prétention de me dire que en faisant ça, je vais changer le monde, mais au moins j'ai l'impression de faire quelque chose, bah, déjà qui me fait du bien. Et si ça me fait du bien, bah j'ai l'espoir que je sais pas, des fois ça puisse faire du bien à quelqu'un quand il Mm. regarde ou pendant une discussion ou pendant un atelier avec les enfants et tout. Je trouverais ça trop cool que demain je fasse un atelier sur l'histoire du pneu et que j'ai une élève qui me dise ah Simon et tout, moi j'ai envie de devenir historienne parce que tu nous as raconté l'histoire du pneu, tu vois. Genre, tu vois, genre, c'est le Ouais. genre de fantasme, tu vois. Genre, je me dis, peut-être que nous, en tant qu'artistes, on sert à ça, tu vois. Mm. En tout cas, dans notre moment à nous d'artistes, on va dire en 2025, peut-être qu'au moins on a ce rôle-là à jouer. Parce que je sais que des fois, des gens qui vont te dire que ça sert à rien, que la culture, il faut lui couper les budgets et tout. Mm. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je sais qu'au moins, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on a ce rôle-là à jouer, et plein d'autres, à mon avis. Mais moi, je le prends comme ça. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Surtout que, en tant qu'artiste, en fait, notre taf, c'est de montrer notre vision du monde. Et bah, c'est en confrontant différentes visions que tu peux relativiser et changer ton rapport aux choses. Grave. Si ça fait que t'as une gamine qui va devenir historienne ou un qui va devenir artiste ou je ne sais quoi. Si ça peut déclencher des trucs, c'est cool, quoi. Ben ouais, ça c'est bien. Pour moi, je pense que c'est le Graal. Ce serait vraiment le Graal de ma pratique artistique. En mode, j'ai fait une pièce où j'ai fait tout un travail et tout, j'ai réussi à toucher quelqu'un, et que le fait de toucher cette personne, ça a produit ensuite, je sais pas, une réaction en chaîne qui a fait que cette personne s'est saisie de ce moment-là pour construire une partie de sa vie. Ça, je trouve c'est magique. Ça t'est pas arrivé encore? Bah, je sais pas, peut-être, hein, j'en sais Ça rien. se trouve? J'en ai fait plein des ateliers, donc ça se trouve, j'ai semé des graines qui ont germé, tu vois. Peut-être qu'en vrai, ça m'irait même très bien de jamais le savoir, tu vois. Après, si un jour il y a quelqu'un qui vient de me le dire et tout, je serais super content, j'aurais envie de chialer, tu vois, mais... Oui, pour préciser, est-ce que tu pourrais rapidement me dire ce que tu fais comme atelier Ah ouais, à ta grave. situation là en ce moment? Je suis prof dans un petit conservatoire de musique et d'art plastique dans le 77, et toutes les semaines je fais des ateliers avec principalement des enfants. J'ai aussi des adultes, mais je préfère faire avec les enfants, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est le plus fun. Puis en plus c'est dans ces moments-là que on peut encore être enfant en tant qu'adulte, mais bon, ces moments-là où on peut kiffer et se libérer à fond. Et avec eux, je fais plein de choses. On fait de la sculpture, on fait de la peinture, plein d'ateliers divers et variés. Et moi, j'essaye toujours de faire des choses que les élèves ont envie de faire et qui émanent d'eux. Moi, ça m'intéresse pas de leur imposer des techniques, des thématiques ou autres. Je trouve pas ça hyper stimulant. Donc, c'est ça que je fais avec eux. Et puis après, sinon, je fais d'autres ateliers dans d'autres cadres, dans des collèges, dans des lycées, où là on a pu faire des trucs de ouf. À Senon, j'avais fait une pyramide géante en bois de récupération avec des élèves de troisième qui ensuite a été brûlée dans un mini festival Ouah. qui s'appelait Crème Brûlée. C'est genre un Burning Man en plein milieu de la Creuse. Et on a kiffé. Après, un atelier qui était trop cool, c'était avec des élèves dans un collège de Bordeaux, des sixièmes et des cinquièmes, qui s'appelait, j'avais intitulé l'atelier Fabriquer le futur. Et en fait, on avait fabriqué plein d'objets, plein de d'habitations, plein d'environnements miniatures en maquette et tout, à partir de plein de matériaux de récupération, sur la manière dont ils s'imaginaient habiter Bordeaux quand ils seraient étudiants ou un peu plus âgés. Et ça, c'était un projet de ouf. On avait fait une petite expo et tout après dans le collège. Et je tiens d'ailleurs big up aux enseignantes parce qu'elles étaient vraiment incroyables. Comment tu l'avais eu ce plan atelier? C'est des trucs que j'avais eu avec les Beaux-Arts, avec l'école. Ce que j'avais dit à mon diplôme, que je mourrais d'envie d'en faire. Et du coup,
Mes prières ont été entendues. Quand on a bu un café ensemble la dernière fois et qu'on s'est présenté nos pratiques respectives, Yes. tu m'as parlé de ton premier objet d'obsession qui était la palette. Ouais. Et t'as retracé le chemin, tout ça t'impact justement pour illustrer en fait ton propos et que je comprenne mieux. Et je trouvais ça super intéressant. Du coup, si tu veux bien refaire un petit peu le pitch Ok. pour cet épisode, avec en tête la question qu'est-ce que cet objet il représente pour toi et c'est quoi le lien que tu établis entre la palette et les flux économiques, industriels et tout. Ok. Déjà, la palette, pour moi, c'est un objet qui est avant tout sentimental. Ça peut paraître bizarre, mais moi j'ai un affect de ouf avec cet objet par rapport à mon enfance, l'univers dans lequel j'ai grandi. Du coup, assez naturellement, quand j'étais à l'école, au bout d'un moment, j'ai commencé à vouloir travailler avec, sans vraiment me poser de grandes questions au début. Et ce que je voulais, c'était la réutiliser, la transformer, parce que pour moi, c'était tout un tas de souvenirs qui étaient vraiment enracinés dans ces pauvres planches cloutées les unes aux autres. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que, d'une certaine manière, cet objet auquel j'accordais, voilà, vraiment, une relation intime, pouvait incarner, représenter différents questionnements que j'avais à ce moment-là, à l'école, sur l'univers dans lequel je gravitais, dans lequel on gravite tous, en fait. Du coup, là, je me suis mis à chercher un peu plus d'où est-ce qu'elle venait. Et un peu de manière aussi naturelle, je me suis remis à questionner en fait les questions que je me posais déjà quand j'étais gamin et qui pouvaient rendre fou en fait mon entourage, parce que j'étais en mode hey, ça vient d'où et tout. Enfin bref, je cassais la tête à tout le monde. Du coup là, avec la palette, j'ai commencé à chercher, à vouloir savoir comment ça a été fabriqué, parce que en fait c'est quatre pauvres planches qui sont cloutées les unes aux autres, mais il y en a vraiment partout, sur tous les continents, dans tous les pays, toutes les zones industrielles, dans toutes les rues, partout tu vois des palettes. Et du coup, je me suis rendu compte dans mes recherches qu'à la base, la palette, ça venait des États-Unis. Ça avait été créé au début du XXe siècle dans des dépôts new-yorkais. C'était un gars qui cherchait un moyen d'optimiser un peu la place en fait dans ses wagons de transport de marchandises. Et en fait, à l'époque, les wagons, ils étaient conçus de manière à ce que, en fait, il y ait des grandes dalles de plancher au sol. Il a récupéré une des dalles qu'il a utilisée en fait comme base, on va dire standardisée pour construire une palette, donc un objet qui pouvait être facilement déplaçable et entreposable. Et c'est comme ça que la palette, elle est plus ou moins née. Donc c'est dans ces dépôts-là. Et je crois même que c'était les dépôts de tout le service un peu logistique de l'armée américaine. Donc je crois que c'est USA Supply, je sais plus quoi. Bon, ça reste à cette époque encore un peu, on va dire, un objet de niche. Mais c'est vraiment après avec la Seconde Guerre mondiale et le débarquement en Normandie que là, la palette, elle va prendre son essor, parce que pour préparer le débarquement, en fait, les Américains, ils vont commencer à construire des dépôts, mais gigantesques, dans l'Arizona, par exemple, où ils vont entreposer des tonnes et des tonnes de marchandises, que ce soit des munitions, mais aussi de la bouffe, des rations, enfin, tout ce dont l'armée va avoir besoin pour débarquer en Normandie, mais aussi dans le sud de la France, en Italie, etc. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va voir aussi le paysage se transformer. Les bâtiments vont être de plus en plus longs, de plus en plus gros, de plus en plus plats aussi, justement pour pouvoir répondre à l'utilisation des palettes et des transpalettes. En fait, pour pouvoir utiliser ces outils qui vont permettre de transporter beaucoup plus facilement les marchandises de manière beaucoup plus standardisée, parce qu'on va les mettre dans des cartons, sur des palettes, donc en fait ça va nous faire des cubes qu'on va pouvoir entreposer, il faut construire tout l'écosystème qui va autour. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout cet écosystème il se construit. Et après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, la réindustrialisation, enfin surtout la reconstruction en Europe, notamment en France et ailleurs, des villes, des infrastructures de production, va faire que ces techniques américaines vont arriver en France, en Europe, et vont après s'étendre partout dans le monde.
et on peut retrouver des images d'archives de l'INA, de films qui ont été financés par le plan Marshall et qui sont vraiment là avec un ton qui vante l'industrialisation de l'Amérique avec les nouvelles techniques de transport, de logistique, et c'est des films qui étaient, je crois, projetés dans des cinémas et tout, et on peut voir comment fonctionne un transpalette, comment fonctionne une palette, et puis il y a une comparaison avec comment on transportait les marchandises avant et comment on transporte les marchandises maintenant grâce aux palettes et aux transpalettes. Truc de ouf. Mais oui. En fait, c'est le pouvoir qu'un objet peut avoir sur l'architecture, les façons de penser et tout. Bah ouais, c'est dingue. Tu dirais, toi, que le progrès est forcément synonyme d'efficacité? Bah moi je pense pas, Hmm. mais je pense que c'est ce que on a insufflé dans notre société depuis très longtemps et qui est encore très très présent aujourd'hui, trop présent même. Mais je pense que à la base ça n'avait pas vocation à ce que le progrès soit synonyme d'efficacité, de rationalité, de toujours plus. Je pense que c'était pas ça. Mais par contre c'est ce que c'est devenu, ça c'est indéniable. On peut peut-être d'abord s'étendre un tout petit peu plus sur les palettes, parce que Ouais, ça fait vas-y. partie des objets que tu as énormément travaillé et que tu travailles encore aujourd'hui, Hmm. ou en tout cas le bois de récup. Ouais. J'ai vu que tu avais fait pas mal de pièces avec les pics justement des transpalettes, genre un banc que tu avais fait avec et Ouais. tout. Est-ce que tu aurais d'autres matières qui, selon toi, pourraient éventuellement représenter ces mêmes notions et intrinsèquement représenter un peu notre époque? Ouais, carrément. J'essaye pour l'instant de pas me faire une trop grosse liste Mm. parce que sinon après j'ai peur de me sentir un peu débordé et de m'éparpiller en fait dans mes réflexions. C'est vrai que j'ai fait beaucoup les palettes. Moi là je les mets un peu de côté parce que je pense que je les ai bien travaillées en long, en large, en travers. Là j'avais envie d'explorer le pneu. Mais voilà, en fait, en allant explorer le pneu, ben, je reste quand même toujours très près, finalement, du bois, puisque, bah, comme je disais tout à l'heure, ça vient le latex d'un arbre. Mais sinon, il y a un autre objet, et c'est peut-être le seul que je vais te citer, parce que pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête, tout simplement, mais c'est la boîte de conserve. Ok. Ça, je pense, la boîte de conserve, après les pneus, et peut-être même pendant que je vais travailler les pneus, je vais peut-être la dissimuler à certains endroits, mais c'est le prochain objet que j'ai envie de traiter, parce que pareil, derrière la boîte de conserve, je crois qu'il y a des histoires de ouf. Mais pareil, il y a d'autres objets qui m'intéressent, la carte postale. Je sais pas, la carte postale, peut-être que j'y arriverai, mais d'une autre manière, parce que pour moi, ce qui rassemble pour l'instant, la palette, le pneu, la boîte de conserve, c'est que c'est vraiment très industriel. Et moi, c'est les univers que j'aime. C'est genre venir déchiqueter de la matière, la transformer, l'extraire et tout. Enfin, donc il y a vraiment un univers là-dedans qui me fascine autant qu'il me rebute en même temps. Mais la carte postale, tu vois, c'est un autre univers, même si ça reste quand même l'univers du papier, qui est quand même un endroit où justement où on défriche, on consomme, on transforme énormément, mais qui d'apparence du coup est quand même plus fin, on va dire, qui amène plus directement à quelque chose que j'affectionne, tu vois, à de la poésie, à de la délicatesse. Mais comme c'est déjà comme ça, la carte postale, tu vois, en tout cas pour moi, d'une certaine manière, ça dépend des cartes postales, ça dépend de ce que des images, de ce qu'elles vont raconter et tout. Mais voilà, ça fait partie des objets que j'ai envie de traiter. Mais le prochain, ce sera la boîte de conserve pour sûr. Parce qu'il y a trop de choses à raconter, elle symbolise trop de trucs. Pareil, elle a une histoire de ouf. Elle est à la jonction aussi, à un moment donné, de plein de cultures qui croisent des histoires intimes, des histoires coloniales. Et ça, c'est hyper beau. Il y a quelque chose d'hyper beau là-dedans pour moi. Et en fait, ça tombe sous le sens que tu te concentres plus tard sur la boîte de conserve parce que c'est ultra standardisé. Et là, en termes d'efficacité, de stockage et d'utilisation, enfin, ça l'illustre super bien, quoi. Ouais, carrément. Mais je pourrais envoyer, j'ai un bouquin, c'est mon bouquin de chevet, ça s'appelle Le magasin du monde, une Mhm. histoire de la mondialisation au travers des objets. Et c'est un bouquin et golden. C'est genre un peu comme un dictionnaire sur plein de d'objets. Et dedans, bah tu vois, t'auras le pneu, la boîte de conserve, t'auras le AK-47, le chewing-gum. Et en fait, à chaque fois, c'est plein d'historiens, d'historiennes qui, par article, te refont l'histoire de cet objet. C'est un livre que je trouve
passionnant, mais dès que je me replonge dedans, je lis des phrases, je suis en pétard dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir un troisième œil et de voir le monde tel qu'il est, dans toute sa complexité, dans toutes ses contradictions. Ok. Genre, je vous t'enverrai la ref, et dedans, il y a des historiens, des historiennes qui sont vraiment trop passionnants. T'as commencé un petit peu à le dire juste avant, mais je voulais rebondir là-dessus, parler un petit peu de ton process créatif, parce Ouais, qu'effectivement, donc tu prends ces objets-là qui sont chargés d'histoire, d'esthétique aussi, d'utilisation, mais tu vas au-delà de cet objet parce qu'effectivement, tu le transformes, tu le découpes, tu le teintes, tu provoques une mutation en fait de cet objet. Il est plus forcément identifiable, enfin surtout là pour la palette par exemple. ouais, Et je voulais que tu nous emmènes avec toi dans ton process de création. Qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce que c'est l'intérêt pour l'objet ou en tout cas la matière dont cet objet est constitué et ensuite comment tu entrevois les formes que tu vas leur donner? ok. Bah, franchement, même moi, je sais même pas si j'ai trop de réponses à ça. Je pense que c'est plutôt un processus où moi, je vais me nourrir de choses, de livres, de documentaires, d'articles, plein d'éléments qui vont plus ou moins être en lien avec bah, l'objet que j'ai envie de traiter, que j'ai envie de transformer. Et souvent, quand je lis, quand je regarde des trucs, je vais m'attarder sur un élément. Et à partir de là, ça va me provoquer une inspiration, j'ai envie de te dire, tu vois, où je vais me dire, ah ok, ça m'intéresse. Par exemple, là, je suis en train de bosser sur les pneus, sur leur trajectoire. Et l'autre jour, je lisais un bouquin sur l'histoire des migrations dans le sud-ouest. Et en faisant mes petites recherches dans mon bouquin, ça m'a renvoyé au site internet de la Société de géographie bordelaise. Et je suis tombé sur une de leurs cartes, qui est une carte en fait de l'estuaire de la Gironde. Une super carte et tout, elle a l'air gigantesque. Elle montre différents endroits où les fonds marins ont été aménagés. Et quand je dis aménagés, c'est pas genre aménagé, on a planté des pieux et tout, et on a construit quelque chose. Ils ont vraiment été sculptés pour faciliter la circulation des courants et permettre aux bateaux de rentrer depuis l'Atlantique dans l'estuaire et de redescendre et remonter jusque aux grands ports commerciaux bordelais, etc., bassins, c'est tout. Une carte qui date de 1883, il me semble. Et en fait, cette carte, elle m'a stimulé et je me suis dit, ah, il y a quelque chose là-dedans qui raconte une partie de l'histoire que j'ai envie de raconter sur le pneu, qui est un objet qui circule, qui est un objet qui est fait à partir d'un matériau qu'on est venu extraire d'une plante. Ce matériau, on l'a cultivé, on le cultive encore dans le contexte colonial, même si aujourd'hui, bah, les empires coloniaux tels qu'on les a connus à l'époque n'existent plus. En tout cas, ça s'est construit dans ce cadre-là, donc il y a une continuité, aussi une logique qui est encore ancrée aujourd'hui. Et comme le projet que je développe en ce moment, il se déploie sur différents territoires, donc Bordeaux, les Antilles, après par la suite Taïwan, pour moi prendre en compte à ce moment-là la mer comme support aussi, comme vecteur de ces différents flux, ça a une importance parce que c'est trop souvent, à mon sens, négligé ou oublié. Et du coup, pour revenir un peu à mon processus, maintenant que j'ai posé un peu le cadre, je suis tombé sur cette carte et à partir de cette forme, de cette couleur, de ce qu'elle racontait en fait cette carte, là ça m'a donné une idée pour construire et fabriquer une pièce, en l'occurrence une sculpture. Donc je dirais que mon processus c'est plutôt ça, c'est que je vais avoir envie de travailler un matériau, travailler une histoire, et que c'est dans l'accumulation de connaissances et par le hasard aussi que je vais construire une pièce. Et c'est au moment où je fais mon croquis que là je vais questionner ce qui va être plutôt la matérialité de Mhm. cette pièce. Donc quel matériau je vais utiliser, pourquoi je vais l'utiliser, quel écho il va avoir aussi avec du coup l'intention qu'il y a derrière, etc. Donc en l'occurrence là, cette pièce,
elle va être en différentes parties. Il y aura à la fois de l'acier, du bois et aussi une petite photo qui est issue des archives de Bordeaux. Enfin, voilà, je pense que c'est plutôt ça mon processus de création. Ok. Mais je pense que ça peut varier. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'était plus pour voir comment toutes ces informations que tu vas glaner, comment est-ce qu'elles se rejoignent et pas forcément trouver le moment du déclic où ça y est, bim, la forme, allez, on va à l'atelier, mais plus ouais, arriver à comprendre, c'est ça ton point de départ, comment est-ce que tu en arrives ensuite à en produire quelque chose, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu ça, c'est une succession d'événements, Mhm. je sais pas, ça peut paraître un peu abstrait, hein, franchement, ceux qui écoutent, peut-être que ce sera compliqué à comprendre, mais pour moi, c'est des logiques qui sont très logiques. Ouais, bah moi je peux relate parce que c'est bon, c'est pas exactement pareil que je fonctionne, mais je m'en rapproche. C'est pas la manière de faire de tout le monde, mais c'en est une. Ouais, j'en discute souvent avec un de mes potes là qui lui est dans un truc hyper instinctif, d'écorché vif et par exemple sa manière de travailler qui est hyper spontanée, des fois je lui envie et du coup inversement aussi pour lui, enfin, quand on en discute. Et en même temps, ça me paraît mais tellement abstrait de la manière dont il travaille, tu vois. Et pareil pour lui, genre l'autre jour, j'étais là sur mon bouquin et tout, j'étais en furie et lui il était en train de peindre et tout. Et il était là, il m'a dit, mais mec, t'es un malade. Genre, moi, mais je peux jamais faire ce que tu fais. Et moi, quand je le regarde, je me dis, punaise, j'aimerais bien des fois prendre ma feuille et faire un truc comme ça, genre un coup de génie, tu vois. Mais j'y arrive pas. Bon. Bon, c'est pas ton fonctionnement, Voilà, quoi. chacun son mood, hein. Ouais. Du moment qu'on se fait plaisir, Je voulais parler également de SF, parce vas-y, que ouais, chaud. toi aussi tu convoques la science-fiction, qui elle-même est souvent un prolongement ou même une critique du progrès. Mhm. Et ben voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu pioches, enfin qu'est-ce qu'elle t'inspire. Avant, j'avais l'impression de construire des fictions, qui étaient des science-fiction, mais je me rends compte que soit c'est un sentiment où je me dis, j'ai plus envie que ce que je produis, ça soit des fictions, enfin, ça sera toujours des fictions, mais que ce soit vraiment genre des science-fiction, parce que j'ai pas l'impression de construire un autre monde, etc., parce que je parle de trucs qui sont hyper ancrés dans notre présent. Mais par contre, la science-fiction elle est toujours très présente pour moi, je m'en nourris. Des fois, elle me sert à noyer un peu ouais, mes angoisses ou autres. Des fois, quand j'en regarde et tout, ça me fait flipper. Je sais pas, par exemple, l'année dernière, je suis allé voir au cinéma le film Civil War, qui est un peu une anticipation, qui se passe en fait dans un futur qui est ultra proche. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ah ouais quand même ça fait bader et tout. Si dans 2-3 ans il se passe ça aux États-Unis, quelles répercussions ça va avoir sur tout le reste du monde. Et des fois ça me fait peur, ça me stimule à toujours essayer de créer. Et puis dedans, je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'on peut aller y piocher des nouvelles formes visuelles, des nouvelles formes de narration aussi. Parce que je trouve que pour le coup, c'est un bon laboratoire aussi d'expérimentation et tout. Et après, sinon, en ce moment, c'est les deux livres d'Octavia Butler là qui me passionnent pas mal, là. La parabole du semeur et la parabole des talents. Ça parle de quoi? Là, je suis au deuxième. Et le premier, il est incroyable, il m'a retourné l'estomac. Ça parle d'une ado. Au début du bouquin, je crois, elle doit avoir 16 ans, un truc comme ça, qui habite du coup aux États-Unis, pas loin de Los Angeles. Et le bouquin, il débute en 2024 et il a été écrit en 1993. Donc c'est assez marrant de le lire en 2025 pour le coup, parce que c'est assez facile en fait de faire un parallèle du coup avec notre moment à nous, puisque ça devrait en fait se passer en ce moment. Et en fait, on est dans une société où les enjeux environnementaux sont à leur paroxysme en fait, catastrophe sur catastrophe, il fait super chaud, un effondrement aussi des régimes politiques, un excès et une ultra-violence qui est décrite dans le bouquin. Donc on est un peu dans ce contexte-là. Et elle, c'est une jeune fille noire dont le père est pasteur
et qui vit en fait dans une petite communauté reste en fait un peu préservée de la complexité du monde qui est tout autour, puisqu'elle vit voilà dans cette communauté qui est entre les murs. Et bon, son père, il est pasteur, il est aussi enseignant. J'ai pas trop envie de spoiler ou autre, mais elle commence à écrire un espèce de livre qu'elle appelle la parabole du semeur. Et c'est un espèce de bouquin qui a vocation à être transmis et à rassembler des gens autour d'une autre manière d'envisager le monde, d'envisager le rapport au vivant, le rapport qu'entretiennent les êtres humains entre eux. Voilà, et du coup, on suit un peu tout un itinéraire aussi. Il y a un peu un truc aussi de roadbook dans le bouquin. Et du coup, il est en 2 parties. Ok. Et il est vachement bien. Enfin, ça, c'est tellement bien écrit que le bouquin, tu le bouffes comme ça, quoi. Puis c'est écrit un peu comme un journal aussi. Donc il y a plein de dates qui se suivent. Il est assez facile à lire et pour moi, c'est une masterclass. Rien que ça. Ouais. Je voulais te demander, c'est marrant parce que tu as utilisé ce mot en parlant du livre, si tu faisais des liens entre progrès et effondrement. Je sais même pas si je me suis déjà posé la question, pour tout te dire. Mais en vrai, peut-être un petit peu quand même. Le sujet un peu aujourd'hui, c'était de parler de la question du progrès. Et en fait, c'est un truc où je me suis un petit peu renseigné, où je suis allé faire des recherches, Mm. voulu lire des trucs et tout. Quand on entend progrès aujourd'hui, c'est produire quelque chose qui va permettre à la société d'avancer vers le mieux. Et dans nos esprits, ça s'inscrit dans quelque chose qui est un long fil tendu vers l'infini et qui progresse toujours vers le mieux. Sauf que en fait, par exemple, on pourrait parler de progrès des mobilités avec l'avènement de la voiture, mais en fait, ben, pour toi et moi qui avons des voitures, ça pourrait être vu comme un progrès, parce que du coup, on n'est plus obligé de marcher, on peut prendre notre bagnole pour aller faire nos courses. Mais en fait, ce progrès, d'une certaine manière, il entraîne aussi son lot de regrets, puisque du coup, on utilise du pétrole, donc on pollue l'air, on pollue nos propres poumons, on creuse des puits de ouf dans la terre pour récupérer cette essence, etc. Donc ouais, peut-être que ça va ensemble. Tu vois, si on décortique un peu les choses et tout, et qu'on observe ce truc de progrès comme étant quelque chose qui a son lot aussi de regrets, pardon, peu importe où va être positionné ce truc de progrès, quoi. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais et le progrès, il a son karma, quoi. Si ça tend vers le mieux, c'est le mieux pour qui et sur quoi, et forcément il y a des conséquences. Il y a un équilibre, quoi. Si tu apportes une solution à un problème, il va y avoir un nouveau problème à cette nouvelle solution, quoi. Oui, carrément. Tu m'avais envoyé l'interview de François Gérige, J'arrive, je crois qu'on dit Jarige, j'arrive, ouais. qui est Tout détruire au nom du progrès sur la chaîne YouTube Élucide. Ouais, Et dedans, il aborde le concept d'inéluctabilité du progrès, ouais. donc la croyance selon laquelle on n'arrête pas le progrès. Mhm. Toi, comment tu le vois, cette phrase-là, on n'arrête pas le progrès? Et comment tu vois le progrès aussi? Comment je vois cette phrase? Je pense qu'à un moment donné dans mon existence, je voyais que cette phrase comme vraiment quelque chose de, comme il dit dans l'interview et tout, tu vois, inéluctable, qui allait de soi, qui, de toute manière, serait... c'est comme si c'était un peu une loi un peu universelle, tu vois. Hmm. Et je pense que, ouais, dans mon existence, j'y ai cru dur comme fer à un moment donné, et que aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Peut-être parce que justement, j'ai voulu comprendre d'où venaient les trucs, comment on fabriquait telle ou telle chose, etc. Et en fait, on se rend assez facilement compte que en plongeant un peu la tête dans nos propres manières de vivre, on voit bien que à certains moments, il y a des limites. Il faut qu'on se pose la question de comment on peut faire autrement. Bon, cette croyance, voilà, je disais tout à l'heure que j'y croyais et tout, mais je pense que c'est un leurre en fait, et que du coup, on a un peu de mal à s'en détacher, et que ça prend tout le temps en fait des nouvelles formes, des nouveaux mots. Par exemple, quand tout à l'heure je parlais de la palette et des films de propagande un peu qu'il y avait autour,
ben ils te disent texto dedans, c'est le progrès, tu vois, le progrès de la logistique. Et puis après, en fonction des différents événements politiques, etc., qui ont pu se passer, économiques et tout, au fur et à mesure, par exemple après les 30 Glorieuses, où on a eu la chute du coût du pétrole, etc., et qu'on s'est posé encore un peu plus des questions écologiques, on a transformé le mot progrès en développement durable. Et ça, toi et moi, on l'a appris à l'école, de ouf, dans le livre d'histoire, géographie. Donc en fait, le progrès, il est devenu le développement durable, et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu l'innovation. Donc en fait, à chaque fois, on nous vend un truc qu'on veut nous faire avaler et tout, pour croire que peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours une solution pour résoudre tel ou tel problème. Mais en fait, je pense qu'on peut pas laisser à une certaine catégorie de personnes la possibilité de choisir dans quelle direction on va collectivement, tout en nous disant que même s'il y a des risques, on trouvera par la suite un problème. Enfin, il n'y a pas de juste milieu de là-dedans, c'est jusqu'au boutiste. Et en plus, il y a vraiment, il y a pas trop de démocratie là-dedans aussi. D'une certaine manière, ça me fascine et tout, tu vois, mais en vrai de vrai, moi, j'en ai un peu rien à faire. Par exemple, des lubies de certaines personnes pour aller coloniser l'espace, alors que on a notre propre problématique ici, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit une solution pour régler nos propres problèmes ici. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant, le truc de l'espace, parce que c'est une question qui est abordée dans le livre La parabole du semeur, et donc je renvoie nos auditeurs à la lecture de ce bouquin pour se poser des questions là-dessus, et tout, c'est assez contradictoire. Oui, en fait, c'est non pas pour aborder ça de manière binaire, mais le progrès aurait plus une connotation finalement d'apparence positive, mais en fait absolument pas positive, quoi. Parce que c'est juste une forme de progression, mais ça peut aller souvent vers le pire que vers le mieux. Ouais, voilà. Mm. Après, même dans ce truc, je pense que même dans ce truc où ça a une apparence positive, en fait, elle est pas du tout. Je pense que même là-dedans, faut aussi prendre du recul et dealer avec les différents éléments, tu vois, parce que aujourd'hui, on va pas tout jeter pour tout recommencer. Il y a quand même plein d'outils qui sont utiles, mais peut-être les utiliser d'une autre manière, de manière moins, comment dire, outrancière et tout. Tu vois, peut-être que c'est là-dedans que notre salut se trouve, tu vois. Enfin, je dis ça un peu. Voilà, non mais t'as capté. Tout est une question aussi de voilà, de dosage et un peu d'harmonie entre le bien et le mal. Oui, oui, c'est infiniment plus complexe que juste oui ou non, consommer ou pas consommer, vendre ou Voilà. pas vendre et tout, quoi. Mais moi, ce qui m'intéressait, enfin si je peux me permettre, en voulant parler de ça avec toi, je trouve que c'est vraiment pas une question qui est au centre du débat sociétal, tu vois, vraiment genre qu'est-ce que le progrès, qu'est-ce que l'innovation et tout. Il y a plein de questions qui sont dans le débat public qui gravitent autour, mais cette question-là vraiment centrale, je trouve qu'elle est pas trop dedans. Et je trouve ça intéressant, tu vois, qu'on puisse en parler parce que du coup, ça nous fait peut-être même nous questionner, tu vois, sur d'autres éléments de la vie, enfin voilà, je sais pas. Mm. Je dis un peu de, je, je brode un peu là, mais je crois que c'est quand même important, comme tout un tas d'autres sujets, tu vois, tout sujet a son importance. Si tu pouvais arrêter un progrès, si on peut le quantifier et le séparer en plusieurs petits progrès, ça serait lequel? Ouais, les appareils connectés, tout ça. Non, mais je trouve que c'est vraiment, en vrai, sur le papier, c'est ultra sexy. Mm. Par exemple, l'outillage, on a le droit de citer des marques ou pas? Bah oui, tu sais, les 30 Ouais, personnes qui m'écoutent. ouais, voilà. Donc, on va pas nous faire un procès. Non, je pense Non, pas. mais par exemple, tu vois, genre Festool, l'outillage Festool et tout, ils ont sorti toute une nouvelle gamme où, genre, t'as scie sauteuse, t'as meuleuse, tout ton outillage, il est électroportatif, connecté en Bluetooth et en Wi-Fi avec ton téléphone, tu peux contrôler les trucs à distance et tout. C'est ultra sexy, Mm. mais c'est de la merde. C'est de la merde, ça sert à rien. Il y a 3 pélos qui vont l'utiliser et c'est tout. Ça coûte super cher. Et en vrai, tu vois, ça nous fait consommer des matériaux, des terres rares pour connecter tout ça et tout. Et en vrai, on n'en a pas besoin. Bon, bah, tu vois, c'est le genre de truc que moi, j'aimerais bien stopper Mm. dans mon programme politique.
Je ferai la guerre aux objets connectés. Peut-être pas tous, mais tu vois, ce genre de truc, c'est nul. Des brosses à dents connectées, tout ça, c'est, voilà. C'est le premier truc que j'aurais. Après, il y aurait sans doute d'autres choses. Mais... Toi, t'as une idée? Du progrès que j'aimerais bien arrêter? Ouais, je sais pas, ouais. Bah, en vrai, avec le contexte actuel, ouais, je dirais la conquête spatiale, quoi. Ouais. Il y a tellement de choses à faire, à retravailler, à améliorer ici, voire à éliminer ou d'autres à créer, que pourquoi juste trimballer nos problèmes et aller sur un autre gros caillou flottant Grave. pour répéter les mêmes schémas et les mêmes patterns et c'est complètement débile, surtout que bon bah c'est encore et toujours réservé à l'élite et ça coûte bien plus cher. En fait, ça a un impact sur tellement de monde et ça bénéficie que une dizaine de personnes, enfin comme l'histoire de l'humanité en Ouais, soi, ouais, mais ouais. Ouais, mais peut-être que ça le met encore plus en exergue, quoi. ouais. Bah là maintenant c'est même plus caché quoi. Ah Tu oui, vois ce truc-là, grave. c'est complètement assumé et admis. J'ai l'impression que c'est vraiment une parodie de l'histoire. Non, non, moi je capte. Mais d'ailleurs, peut-être que je t'en ai déjà parlé, mais dans le même délire, il y a une série For All Mankind, c'est une série Apple TV, et il y a 4 saisons, et en fait la série c'est une uchronie, Ok. et elle démarre au moment en 1969 du coup, et en fait c'est pas les Américains qui posent pour la première fois un homme sur la Lune, mais c'est les Russes. Ok. Et à partir de là, la série elle continue. Et en fait, la conquête spatiale dans la série, elle s'est jamais arrêtée. Nous, elle s'est un peu cassé la gueule à la fin des années 80, on n'entendait plus trop parler. Et il y a un regain depuis quelques années avec tous les milliardaires là. Et la série, elle suit un fil tendu de une progression de la conquête spatiale. Et la saison 4, se passe fin des années 90, début 2000. Et là, ils sont complètement sur Mars et tout. Enfin, Ok. mais c'est intéressant à regarder, tu vois. Parce que ça te montre plein de contradictions qui auraient pu exister, tu vois, qui n'existent pas, mais qui existeront peut-être à l'avenir sur une autre échelle de temporalité et tout. C'est pas mal. Après, voilà, hein, c'est produit par Apple TV et tout, donc bon, faut qu'on puisse dealer avec notre propre contradiction, vu qu'on vit dans un monde hyper contradictoire. Je pense qu'il faut qu'on soit en paix aussi avec ça. On peut pas tout contrôler, on peut pas tout gérer. Alors je pourrais être là en mode ouais non, je regarde pas les séries Apple TV, je regarde pas les séries Netflix, je regarde pas les machins et tout. Mais bon, du coup après je regarde plus rien quoi. C'est exactement ça. Ah oui, aussi, quand j'avais découvert ton travail, quand tu m'en as parlé la dernière fois, et Mm. même là, pour préparer l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait un enjeu environnemental assez présent aussi dans ton travail. Le fait que tu t'intéresses à l'origine de chaque chose, à l'impact que la production de cette chose a sur absolument tout, et le fait que tu travailles avec ces objets directement. Parce que justement, l'enjeu environnemental, il est pour toi important et c'est limite une des conditions de réalisation, ou est-ce que ça intervient, mais ça devient pas un obstacle non plus? Ouais, je vois. Ben au début quand j'ai commencé, je pense que je l'avais pas trop conscientisé, tu vois. C'était Mm. plus une intention. Et plus j'ai travaillé, enfin plus voilà, je me suis attelé. À la découverte de ma propre pratique, plus c'est devenu quelque chose de central en fait, par conviction personnelle, et aussi pour moi de manière évidente en fait, parce que tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on consomme, bah ça vient de quelque part au début, tu vois. C'est pas une intervention du Saint-Esprit, donc ça vient de quelque part. Et du coup, ben, le fait d'extraire, ben, il y a forcément un impact sur le fait d'extraire, tu vois. Donc, c'est rentré comme ça, en fait, dans ma tête. Et puis après, bah, ça s'est construit et formalisé après sur plein d'autres manières, les végétaux dont je m'inspire après pour construire mes pratiques, enfin mes sculptures, pardon. Ça vient de quelque chose d'intime, tu vois, des souvenirs d'enfance en Guadeloupe. Si j'avais grandi à Paris, j'aurais pas eu même le même vocabulaire plastique, j'aurais pas eu le même rapport aussi aux environnements ou une proximité avec la nature. Moi, j'ai grandi au bord de la mer, à me tremper dans la vase de la mangrove et tout, tu vois. Donc forcément, je pense que après ça influence sur le reste. Juste avant, je t'ai demandé si tu pouvais arrêter un progrès, ce serait quoi? Et maintenant, je voudrais te demander quel progrès t'aimerais voir dans le milieu de l'art. Ah ouais. Allez, allez, c'est une bonne question, hein. Merci, merci. Elle est pépite celle-là. Progrès dans l'art. Qu'est-ce qui me fait chier là et que j'aimerais bien que ça change?
Bah, je sais pas, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait plus de place pour tout le monde, tu vois. Mhm. Dans le sens où il n'y ait pas forcément d'élitisme sur les différentes pratiques artistiques, que tout le monde ait la possibilité de créer dans des bonnes conditions, de pouvoir vivre aussi dans des bonnes conditions de leur création, et qu'il y ait vraiment quand même beaucoup moins de compétition. Ça, je pense qu'on gagnerait en pertinence, en efficacité, en diffusion aussi de ce qu'on fait, parce qu'il y ait moins de compétition. Parce que du coup, je pense que bah, nous-mêmes, ça nous bride en tant qu'artistes. Moi, le premier, je pense que des fois, bah, je me laisse influencer par des choses que je vais voir qui ont l'air de fonctionner. Et du coup, ben, peut-être que ça va influencer des formes plastiques. Et moi, j'essaye de m'en détacher tant bien que mal, mais c'est quand même compliqué. Ouais, que on puisse vivre de manière décente, correcte, plus que correcte pour ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on fait quelque chose à mon sens, qui est d'utilité publique, tu vois. Donc, alors je dis pas que ça devrait être un service public, hein, d'être artiste, hein. Artiste Mais fonctionnaire. voilà, non, faut pas abuser non plus. Mais je pense que ouais, ça, ce serait le genre de choses où j'aurais envie qu'on progresse. Mhm. Bon, après, je pense que il y a plein d'endroits où on progresse, mais ça reste encore quand même vachement niche, et surtout, et tout le temps à l'initiative des artistes eux-mêmes. Ouais. Toi, que ce soit ton podcast ou même plein d'autres endroits où tu as des collectifs d'artistes qui vont se mettre en groupe pour mutualiser les moyens et faire vivre une vie culturelle dans un petit patelin et tout, tu vois, ben c'est cool. Moi, je kiffe, mais je trouve que voilà, les institutions publiques ou même privées, ben elles encouragent pas trop encore ces dynamiques, Mhm. même si ça vient. Mais bon, après, je suis pas certain qu'il faille attendre sur ces institutions pour construire ce progrès du statut d'artiste, tu vois. Je pense que c'est peut-être même un danger, mais peut-être qu'il faut aller piocher un petit peu par là pour faire par ici. Mhm. Je sais pas trop. Je viens de me rappeler de ce que je voulais te demander. C'était quand tu as commencé à réfléchir sur ces notions de progrès, j'imagine que tu as pu voir énormément de choses qui allaient pas dans le sens justement de c'est une bonne chose. Ouais, Je le vois pas mal ce concept sous une forme très linéaire, très tu vas tout droit et tu regardes pas vraiment en arrière. Donc c'est très ouais, c'est une ligne droite en ouais. gros. Mais est-ce que du coup, quand tu t'es attardé sur ce concept-là, en plus d'analyser ce qui existait, est-ce que tu as pensé à d'autres manières de voir les choses? Que ça soit pas justement une ligne droite, mais que ça soit, je sais pas, une constellation, un cercle, une spirale qui monte et qui descend et tout. Carrément. Effectivement, c'est une ligne droite, c'est ce qui nous est présenté, tu vois. Mais en fouillant et tout, bah, en fait, tu te rends compte que à plein de petits moments, t'as des personnes qui sont venues faire une petite ramification à cette ligne droite et qui ont proposé des alternatives, des bifurcations, tu vois, qui peuvent être intéressantes. Et ça peut prendre plein de niveaux, plein d'échelles différentes. Ça peut être aussi bien dans des philosophes, plutôt dans les années 60, 70, qui réfléchissait à de nouvelles manières d'appréhender la technologie et qui parlait de technologies conviviales, démocratiques, etc. J'ai plus les noms en tête. Je sais qu'il y a des choses assez intéressantes là-dedans que Mm. j'ai pas encore assez creusé, je pense. Et puis sinon aussi, parfois, c'était aussi dans des simples prospections, tu vois, où tu te dis, ah, en fait, ça existe, mais ça aurait pu exister comme ça. Par exemple, à un moment donné, j'avais regardé pas mal de choses sur le nucléaire. Je le savais pas, mais il n'y a pas qu'une seule façon de fabriquer des réacteurs nucléaires. Et en l'occurrence, la voie que on a décidé de prendre, je parle pour l'Occident, mais je crois que c'est à peu près partout dans le monde pareil. Si je dis des bêtises, ben libre à chacun d'aller chercher. Je serais le premier à le faire. Mais en fait, je crois que le nucléaire civil, il s'est développé, du coup, de manière étroitement liée au nucléaire militaire. Il y avait d'autres moyens de développer du nucléaire civil, sauf qu'en fait, ces technologies qui étaient des technologies qui fonctionnaient avec du sel, je crois que ça s'appelait l'extraction d'un truc qui s'appelait le thorium ou je sais pas quoi, ben en fait, avait pas de possibilité d'application militaire, donc c'est des projets qui ont été abandonnés, tu vois. Ok.
Mais tu vois, t'as des gens qui vont te dire que avec cette technologie, le thorium, etc., on peut produire des mini réacteurs nucléaires de la taille d'un micro-ondes qui pourraient faire de l'électricité pour un quartier ou je sais pas quoi et tout. Enfin, des trucs que j'avais lus il y a un moment, donc il faut aussi mettre en perspective avec des sources variées, croisées et tout, mais qui étaient assez intéressantes et qui justement te disent que ok, les choses sont pas inébranlables, elles sont pas toutes faites, et il y a toujours, à mon avis, moyen de faire autrement, même si ça paraît de prime abord extrêmement compliqué. On arrive à la fin. Super. Je vais te... Enfin. Génial. Non, non, franchement, c'est cool. J'ai pas vu le temps passer. Mais il reste encore 3 questions Ouais, vas-y. que je pose à chaque fois. T'en as donné quelques-unes tout au long de l'épisode, mais si jamais t'avais d'autres références, je me rappelle quand on avait parlé de ton travail, tu m'avais parlé du film Demolition Man. Ouais, bah j'allais trop donner. J'allais trop donner ce film. Mm. Parce que film méga bourrin, t'as envie de crever, tu vois, c'est vraiment la testostérone des années 80-90, Schwarzenegger, Stallone et tout. Ça, c'est un peu le cadre. Mais dedans, il y a vraiment une espèce de petite essence magique, une lecture de notre société que je trouve hyper intéressante. Donc voilà, c'est un film qui exprime tout un tas de contradictions pour moi. Donc c'est cool. Et en plus, c'est assez marrant. C'est un film des années 90. Et le gars qui a fait ce film, c'est un mec qui faisait de la publicité et qui avait un seul film, celui-là. Ok. Et après, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il a disparu des radars. Ah ouais, il y a un autre film que j'ai bien envie de citer. L'étreinte du serpent. C'est un super film. C'est un film de 2015, colombien, argentin, vénézuélien. C'est un peu un film dramatique d'aventure qui est tout en noir et blanc, qui se passe dans l'Amazonie, au début du XXe siècle. Il y a différentes temporalités dans le film. Et voilà, c'est quelqu'un, en l'occurrence un explorateur blanc européen qui arrive en Amazonie et qui cherche une plante, on va dire, magique. Bon, je fais un résumé un peu trivial, tu vois, mais Mhm. comme c'est un beau film, j'ai pas trop envie de trop en parler. Je sais pas si ça a beaucoup de rapport avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, mais Peu je pense importe. que si, mais c'est un super film. Donc il y a ça, Demolition Man, et puis peut-être autre chose. Ah ouais, un bouquin que j'ai lu il y a un moment pourrait rejoindre un peu la question de tout à l'heure. Quel genre de progrès j'aurais envie d'éliminer, et j'ai parlé des terres rares, et c'est un bouquin, une enquête journalistique qui s'appelle La guerre des métaux rares, et ça, topissime. Ah vraiment, pépite. Il y a même une BD qui a été réalisée, c'est un peu une BD SF qui a été écrite et du coup bah, mis en illustration des suites de ce livre et qui traite un peu voilà des questions d'extraction de minerais rares et tout. Ça c'est top. Donc voilà les trois. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes, voire futures travailleuses de l'art? Bah ça dépend. J'ai un conseil si par exemple si c'est pour des personnes qui sont encore à l'école, moi je dirais expérimenter à mort. Vraiment expérimenter à mort et quand même se poser la question de ce qu'on utilise et pourquoi on l'utilise. Parce que sinon on gaspille grave de matière, de matériaux, d'outils. Et bon, c'est quand même un peu chiant, même si l'un va pas sans l'autre. L'expérimentation, ça entraîne toujours du déchet. C'est assez logique. Mais je pense que en se questionnant quand même un minimum avant de commencer à fabriquer quelque chose, ça permet d'en éviter un peu. Donc moi je dirais déjà expérimenter à fond, et avec expérimenter, ben c'est se saisir aussi des différents ateliers techniques qu'il peut y avoir dans les différentes écoles d'art, parce que c'est les meilleurs endroits où on va pouvoir expérimenter, découvrir des outils, des machines, échanger avec ben, les personnes qui s'occupent des différents pôles et tout. Donc moi je dirais ça. Et puis se faire confiance aussi. Et ça c'est valable pour tout le monde, qu'on soit en école ou pas. Donc ouais, moi je dirais ça. Attacher de l'importance à l'expérimentation et à la confiance en soi, à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de raconter. Parce que y a que toi qui vas le raconter aussi bien que tu as envie de le raconter. Hein. Et pour les personnes qui sont pas en école d'art?
Bon, pareil, la Ouais. confiance, ça c'est important de ouf, la confiance, mais l'expérimentation quand même, tu vois, parce que ça en fait partie. Mais ouais, je dirais en vrai la même chose pour les deux. Être passionné par ce qu'on fait, se laisser passionner et surprendre aussi par ce qu'on va découvrir. Et après, voilà, avoir confiance en ce truc-là. Parce que, à un moment donné, tu vois, je pense que ça t'est arrivé pour toi, de ce que j'ai pu comprendre de ton travail. Et je pense que ça arrive à peu près à tout le monde, mais à un moment donné, on se laisse saisir par quelque chose et il y a une petite flamme qui s'allume et il faut l'entretenir. Mm. Et il faut vraiment se faire confiance dans les intuitions qu'on a au travers de ces petites flammes. Et je parle pas en mode self-made, je sais pas quoi, de mon cul, hein, vraiment. Le mythe. Voilà, non, ce mythe à chier là, je parle pas de ça, non, je parle vraiment de juste une émotion personnelle, tu vois, qu'il faut entretenir parce que je pense que c'est à ces endroits-là que après une pratique artistique, elle est la plus juste et elle est la plus susceptible de venir toucher d'autres personnes et de créer du lien. Dernière question, c'est qui est-ce que t'aimerais que j'invite pour un prochain épisode ou quel sujet t'aimerais que j'aborde? Ah ouais. Qu'est-ce que... Ah bah écoute, un prochain sujet. Bah honnêtement, j'avoue, en prochain sujet, j'ai pas trop d'idées là, tout de suite maintenant. Mais après, sinon, ouais, je pense que tu devrais inviter une artiste qui est pas mal, que j'adore d'amour, Manon, Ouais. très tôt. Mais je suis sûr que tu avais déjà pensé à l'inviter, Ah, donc mais c'est prévu, hein. bah voilà, donc c'est pas trop, je suis pas trop dans l'innovation quoi. Non, mais ouais, Manon, Mm. ce serait cool. Et puis après, peut-être même deux personnes, tu vois. Vas-y. Bah Fais écoute, du name dropping, là. voilà, ben moi j'aime bien le travail de mes chers amis Tin, Ok. voilà, avec qui j'étais au post-diplôme, et aussi Emma. Donc bon, je t'enverrai leur Insta, leur truc et tout. Ah. Et ils ont des super pratiques, c'est des super personnes aussi, passionnées, avec des convictions, et avec qui j'ai beaucoup échangé, qui ont vachement nourri mon parcours, en tout cas. Donc, il y a des souvenirs que j'ai pas envie d'oublier, tu vois. Donc, ouais, c'est des personnes que je t'encourage vivement à contacter pour échanger, qui auront des bonnes choses à dire et qui pourront faire des bons épisodes, je pense. Ok. Bah, let's go. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était top, ça fait plaisir. On Oui. devrait en faire plus souvent. Bah, grave. Ça Moi, j'ai envie de devrait faire être... que ça, hein. bah ouais, tu m'étonnes. Enfin, pas que ça, mais j'ai envie d'en faire encore beaucoup et pendant longtemps, quoi. Bon, bah c'est tout ce que je te souhaite, hein. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans titre 404. Toutes les références et liens pour découvrir le travail de Simon sont en description. Si vous avez des retours ou des suggestions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur les réseaux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!